Alors, pour la dernière session, c'est que oui, dans la séquence, dans toutes ces émotions, eh bien, Mathieu maintenant, pour nous parler de 40 ans d'activité, de recherche sur le VIH en Guyane. À toi, Mathieu, le professeur Mathieu Naché. Merci. Merci. Donc, accrochez votre ceinture parce que 40 ans... Pardon ? J'ai le temps, oui. Mais 40 ans quand même en 15 minutes, j'espère que je ne vais pas vous couper l'appétit. Donc 40 ans de recherche sur le VIH, pourquoi c'est important notamment dans nos territoires qui sont tellement différents. Alors on vient d'avoir une présentation, je veux dire, et chaque territoire est différent. Donc là, je vais vous parler de la Guyane. Alors la Guyane, ce graphique montre que en fait, cet éventail vers la droite, c'est l'évolution de la Guyane avec la création de l'université, de la fac de médecine, l'ouverture de la PACES, etc. Et vous voyez que c'est une espèce de Big Bang. Et ici, là, c'est les premiers cas de sida décrits en 1980, juste avant la création de la faculté de médecine. Ici, c'est le premier cas en fait, qu'on a retrouvé rétrospectivement chez une femme enceinte. Et ici, c'est là que sont arrivés les premiers cas estimés donc dans les années 70. Alors, quand on regarde les publications scientifiques dans Web of Science, ça nous fait 293 publications scientifiques en 40 ans sur le VIH, avec une augmentation régulière et en gros une quinzaine de publications scientifiques par an autour du VIH, du sida. Alors, on a des outils précieux dans les Corévis, et avant les CISI, etc. On avait déjà la FHDH, donc aujourd'hui INADIS, etc. C'est-à-dire on a des cohortes VIH. On ne se rend pas compte à quel point c'est unique, parce que partout en Amérique latine, ils n'en ont pas. Donc nous, on peut calculer des incidences, etc. Ils ne peuvent pas. C'est extrêmement précieux. On a, nous, en Guyane, la cohorte histoplasmose. Donc ça, c'est un souvenir à Pierre Coupier, où quand j'étais interne, on allait les après-midi avec du papier, des scotch, des crayons, des marqueurs. Et aujourd'hui, c'est la plus grande cohorte au monde, mais c'était vraiment à l'ancienne, quoi. Des études ad hoc qu'on peut faire financer, voilà. Et puis la valorisation des thèses. J'insiste beaucoup sur les thèses d'interne. Aude, là, aujourd'hui, elle avait fait sa thèse sur les TROD aux urgences. Elle ne l'a pas dit, mais voilà. Donc, toutes ces petites thèses ont vraiment eu un rôle important pour mettre... Et moi, je dirais, c'est un peu du SERA. C'est-à-dire qu'il y a des points, ça a l'air un peu grossier, il y a des points de... Voilà. Mais quand on regarde comme ça, eh ben, on voit l'image de notre épidémie. Et c'est vraiment le message, et d'ailleurs pas que pour le VIH, pour tout, la recherche dans nos territoires, elle sert à décrire à quoi ressemblent les problèmes de santé dans notre territoire. Alors, ça c'est, à part vos viewers, l'analyse bibliométrique, donc on voit en gros qu'il y avait des thématiques sur les agents, différents agents opportunistes, l'histoplasmose notamment, aussi les syndromes de reconstitution immunitaire, tout un tas d'enquêtes sur les connaissances, les attitudes, les pratiques, les populations vulnérables, les femmes enceintes, etc. Alors, différentes collaborations sur différentes thématiques. Alors, à quoi ça a servi ? Alors, les années 80, ces premières publications, c'est le sida est là. C'est les premiers, voilà, on ne savait pas. Et puis après, ça a servi à documenter les particularités de l'épidémie. Parce que l'épidémie en Guyane, ce n'est pas du tout pareil qu'en métropole. Voilà. Et donc, l'incidence, la prévalence, la dynamique, l'épidémiologie, les modes de transmission, les connaissances, les attitudes, les pratiques, les infections opportunistes, la mortalité en Amazonie. Alors ça, c'est le premier article. Il se trouve que, probablement comme aux Antilles, il y a beaucoup de HTLV1. Enfin, il y en avait plus avant, mais il y avait de l'HTLV1 qui était important. Et l'Institut Pasteur faisait des enquêtes régulières de séroprévalence HTLV1. Et quand est arrivé le VIH, qui s'appelait à l'époque HTLV3, ils ont fait des enquêtes qui montraient que... alors, il y avait beaucoup de faux positifs, apparemment, avec ces tests-là, mais il y avait 3% des Haïtiens qui étaient séropositifs au VIH. Et
Ici, ça c'est un article de Pierre Delattre, qui était pédiatre, Narcisse Elanga est venu chez Pierre Delattre, et qui montrait des cas d'enfants infectés. Il y avait 2 enfants infectés par an dans les années 80, ce qui fait beaucoup, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de... Et généralement, le pronostic était effroyable. Et puis, ça c'est Roger Pradino, donc une étude où il y avait effectivement encore beaucoup de femmes enceintes infectées par le VIH. Donc c'est les premiers articles qui montrent qu'il y avait du VIH et il y en avait apparemment beaucoup en Guyane et avec la transmission mère-enfant. Alors après, ça a été affiner la connaissance de l'épidémiologie. Donc ça, c'est un article un peu Frankenstein qui avait été fait, qui montrait que à l'hôpital de jour à Cayenne, 45% des infections chez les hommes a priori étaient attribuables à des rapports tarifés. Qu'il y avait 15% des gens qui avaient essayé du crack. Et puis on essaie de trouver comment affiner la prévention. Ça, c'est après une petite thèse encore, c'était Miguel Romero, c'est une thèse dirigée par Pierre Coupier, en dermato chez Pradino à l'époque. Il faisait des sérologies à tous les gens qui avaient un prurigo ou un zona. Et on voit que 35% chez personnes haïtiennes, 35% des prurigo ou zona étaient positifs pour le VIH. Et puis, les Guyanais étaient précocement infectés. Et puis, par contre, on voit qu'il y a différents compartiments et que dans les années 90, ça a monté chez les Surinamais, les Dominicains. Donc, une épidémie qui progresse par compartiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a appris? Ici, on voit en pointillé, c'est le Maroni. Donc, le Maroni, c'est pas navigable, c'est difficile à naviguer, il n'y a pas de route, c'est très éloigné. Et ça encore, c'est une thèse, Guilhem Labadie, dirigée par Pierre Coupier aussi. Et on voit qu'il y a eu, finalement, il y avait un décalage, parce que c'est plus loin, mais qu'au bout d'une dizaine d'années, les prévalences ont rattrapé le littoral. Alors, on a essayé de modéliser le VIH. Vous savez, quand on dit chaque année, le 1er décembre, qu'il y a 40 millions de personnes infectées, etc., vous vous demandez peut-être d'où ça sort. C'est des efforts de modélisation avec un outil utilisé par l'ONU-SIDA. Donc, on l'a fait, ça c'est l'outil du CDC européen. Et donc, quand on vous parle du 90-90-90 ou du 95-95-95, est-ce que vous vous êtes posé la question de comment on calcule le premier 90 ou le premier 95? C'est comme ça. C'est avec ce modèle du CDC européen. Donc ici, la ligne rouge, c'est le nombre de personnes qui vivent avec le VIH. Donc aujourd'hui, ça doit être plus que ça, mais là, on n'est pas loin des 4000, mais aujourd'hui plus. Donc en rouge, c'est le nombre total estimé. En verdâtre, bleu, vert, gris, là, c'est le nombre de personnes diagnostiquées. Et en vert, ici, c'est le nombre de personnes qui ne connaissent pas leur infection. Et donc, c'est comme ça qu'on calcule le premier 90. C'est avec ce logiciel-là. Donc, nous, ça nous a permis d'estimer un petit peu où on en était dans la cascade de soins. Alors, il y avait deux modèles. Le modèle Spectrum, qui est utilisé par Avenir Health, qui est utilisé par l'ONU-SIDA, donc qui estimait à l'époque 177 nouvelles infections par an. Le logiciel de l'ECDC, c'était 162. Ce n'est pas du tout les mêmes choses qu'on met dedans, mais il donne des résultats remarquablement convergents. Et les PV VIH en 2015, c'était 3200 par Spectrum et 3380 par le CDC européen. Alors c'est quand même important de savoir combien il y a de personnes, c'est un peu la base. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on peut calculer le premier 90 ou 95. Voilà. Et donc pour la Guyane à l'époque, c'était 90, 91, 92. Donc 90% des personnes infectées qui étaient diagnostiquées, 91% des diagnostiqués qui étaient sous traitement et 92% des sous-traitements qui étaient indétectables. Alors c'est bien, on peut être content parce que c'était l'objectif 90-90, voilà. Mais en fait, moi chaque année, quand il fallait rendre le rapport d'activité du Corévi, j'étais désespéré par cette ligne plate là, où on voit que toujours chaque année, malgré les efforts, c'était un tiers des personnes dépistées à moins de 200 CD4. D'ailleurs, en métropole, c'était à peu près similaire et partout ailleurs. Alors.
Et pourtant, il y a eu beaucoup d'efforts d'intensification et de diversification du dépistage. On a parlé des urgences, les TROD, les camions, la Croix-Rouge, machin. Il y avait eu plein de choses qui ont été faites. Alors très tôt, on avait fait, ça 20 ans, ça, mais c'était que les personnes migrantes étaient dépistées souvent plus tard, que les plus vieux étaient dépistés plus tard et que les hommes étaient dépistés plus tard. Bon, ça reste probablement, je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup changé. Et un autre problème, c'était bien le 90, 91, 92, mais les perdus de vue en Guyane, ici on voyait qu'en 5 ans, il y avait la moitié des personnes qui avaient été perdues de vue au moins une fois. Et quand on parle de Saint-Laurent-du-Maroni, c'est la courbe du bas. Saint-Laurent-du-Maroni, c'est encore plus de perdus de vue. Alors, par contre, les perdus de vue, là je mettais on avait fait un petit sondage, la secrétaire du Corévi avait rappelé tout le monde, dans les perdus de vue, il y en avait 20% qui étaient suivis par leur médecin, 20% on ne savait pas où ils étaient, 20% qui étaient morts, et puis 20% qui étaient chez eux et qui avaient arrêté leur... Donc, perdus de vue, ça veut dire que nous, on ne les voit pas. Après, ce qui se passe derrière, on ne sait pas. Donc, il y a le SNDS, donc le Système national des données de santé, récemment, qui mélange les données de l'hôpital, de la sécurité sociale, etc. Et Hélène Duplan, qui nous a gentiment aidés, on a regardé tous les personnes vivant avec le VIH de Guyane. Et j'avoue que c'était assez surprenant parce qu'on avait notre vision avec notre cohorte hospitalière, etc. Et on ne voyait pas un autre bout du problème. Et parce qu'il n'y a pas que l'hôpital dans la vie. Et donc, ici, ce qu'elle vous montre, c'est que... Et ça, moi, je dois dire qu'on le ressentait avec les patients qui disaient qu'ils préféraient se faire suivre chez leur médecin, etc. Surtout avec un comprimé par jour et 1 ou 2 prises de sang par an. Voilà. Pourquoi aller dans le service fléché VIH et risquer de croiser des amis? C'était plus simple comme ça. Et donc on est allé graduellement vers 16% des patients qui étaient exclusivement suivis en ville. Et ceux à Cayenne, à Saint-Laurent, c'est vrai aussi. Et les personnes précaires ou tout le monde, c'est une tendance séculaire d'évolution que les gens, maintenant, le VIH, ça se soigne très bien chez son médecin généraliste. Voilà. Donc c'était assez intéressant et moi, ça m'a beaucoup surpris. Enfin, on avait des indices, mais 16%, c'est un patient sur 6, quoi, hein, quand même, c'est pas rien. Mais exclusivement, pour une maladie à prescription initiale hospitalière, voilà, donc alors on a fait beaucoup d'études aussi pour comprendre les groupes à risque. On a fait les adolescents, on a fait les piroguiers, on a fait les hommes qui ont des rapports avec les hommes, on a fait les travailleuses du sexe, on a fait sur le Maroni, on a fait en population générale, on a les usagers de crack. Tout ça pour voir un petit peu quels étaient les facteurs de risque. Donc, alors on a aussi étudié les personnes, alors c'était Florence Hubert qui avait beaucoup travaillé là-dessus, sur la mortalité des patients en prison, avec des taux de mortalité, 8,2% de décès. À titre de comparaison, c'était 9 fois le taux de décès des Marines à Fallujah, c'est plus que les condamnés à mort. Enfin, c'est des taux de mortalité phénoménaux. Alors, les populations aussi, on a pas mal étudié. Alors, on m'appelle, c'est ma mère, je vais répondre, excusez-moi. On a fait pas mal de travaux. Alors, il y avait Marie-Claire Pariot aussi, Florence Hubert. Et aujourd'hui, sur les nodules péniens, alors je ne sais pas si vous avez ça, les prisonniers s'insèrent des nodules. Là, il y a Timothée Bonifay qui veut faire un travail et donc a créé le Cayenne Hospital International Research. Alors, le problème, en Bouglou, hein, donc bon, il faut qu'il revoie son acronyme parce que je ne le mettrai pas sur mon t-shirt. Alors la question, plus sérieusement, les 3/4 des patients sont étrangers dans la file active. Alors est-ce qu'ils s'infectent avant d'arriver en Guyane? Alors le 1er décembre, souvent les journalistes ils vont nous dire mais c'est qui est infecté? Et ils nous demandent de montrer du doigt et on fait des pirouettes, voilà, et machin. Et alors, mais quand même, on a regardé, alors est-ce qu'ils s'infectent avant d'arriver en Guyane ou est-ce qu'ils s'infectent après? Et quand est-ce qu'ils s'infectent? Alors, on a fait donc une étude là, dont j'en avais parlé, hein, sur de calculer la date présumée d'infection. Et si on a la date d'arrivée, on peut estimer donc plus de la moitié des personnes étrangères s'infectent en Guyane. Et elles s'infectent
Alors bon, ça, quand il y a beaucoup de, ça c'est KABP, il y avait beaucoup de prises de risques, hein, et donc on a fait ce calcul, hein, donc ça on peut en reparler si ça vous intéresse. Comme je disais, c'est assez facile à faire, et on voit que les personnes s'infectent là. Ben voilà, quand est-ce qu'elles s'infectent après leur arrivée, dans les premières années après leur arrivée. Alors l'utilité de ce calcul aussi, c'est que ça permet de calculer la durée estimée entre l'infection et le diagnostic. Et là, on voit qu'entre les différentes populations, ça n'a rien à voir. On voit que les gens qui viennent en traversant le fleuve, soit les Brésiliens orpailleurs ou les gens qui viennent du Suriname, généralement, ils arrivent au bout du rouleau. Enfin, à Saint-Laurent, ces patients que vous voyez, ils ont une maladie, une infection qui a évolué pendant 10 ans, et ils arrivent au bout du rouleau. Alors ça, c'est une méthode, la méthode d'érosion des CD4 pour estimer. On a aussi fait des études phylogénétiques, c'est-à-dire comme on fait des génotypes à tout le monde, on peut, à partir des séquences, c'est incroyable tout ce qu'on peut voir sur le VIH. Donc là, Gonzalo Bello à la Fiocruz de Rio, qui est le spécialiste des B caribéens. Donc on a fait des études et on voit, alors, vous voyez en vert en haut l'espèce de truc là qui... pas sauter, c'est les virus guyanais, hein, donc, et on a les 2/3 des virus en Guyane, mais c'est vrai en Guadeloupe, en Martinique, c'est des B caribéens, c'est-à-dire des virus qui viennent d'Hispaniola. Et donc on arrive à retracer les différents virus qui arrivaient, et donc c'est pareil, c'était à peu près les années 70-80, avec une accélération dans les années 90, puis après une phase de plateau. Et ça, c'est le logiciel Spectrum. On voit que l'incidence, à partir du moment où il y a les trithérapies qui sont arrivées, ça a cassé l'incidence, et ça, là, ça s'arrête tôt, mais je pense que ça continue à baisser. Alors, la phylogénie aussi, ça nous a permis de regarder, il y a des clusters, par exemple ici, avec les usagers de crack, sur des travailleurs de sexe. Donc, ça permet de voir qu'il y a effectivement la transmission, elle est complexe, quoi. On parle de la Guyane comme un bloc, mais en fait, il y a plein de micro-compartiments qui nous échappent. Alors là, je disais, bon, il y a plein d'informations, je vais me focaliser là-dessus, c'est que en fait, ce qu'on voit ici, c'est des gros clusters, c'est des virus qui sont un peu des groupes de virus qui affectent beaucoup de gens. Et en fait, pour les personnes qui viennent d'Haïti, on voit surtout que c'est beaucoup pas de clusters ou des diades, c'est-à-dire que c'est probablement des virus avec lesquels ils sont venus, mais il n'y a pas de réseau de transmission à l'intérieur de Guyane. Donc il y a une étude en ce moment qui s'appelle Parcours d'Haïti, qui est en train de commencer à être analysée, qui va regarder un petit peu les liens entre la biographie et les choses. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que l'âge moyen, il y a 10 ans d'écart entre l'âge moyen d'infection entre les hommes et les femmes, dans la vingtaine pour les femmes et la trentaine. Je ne parle pas de l'âge dans la cohorte, je parle de l'âge d'infection là. Alors le sida en Guyane aussi, c'est pas pareil qu'à Paris. Et donc c'est quoi le sida en Guyane ? Le sida en Guyane, c'est l'histoplasmose. Et on voit la pneumocystose, là, elle est en numéro 5. On l'a refait un peu plus tard à l'ère des trithérapies. Et le sida, c'est l'histoplasmose. Donc ça, c'est pas du tout comme ça à New York, à Londres, etc. Et l'histoplasmose, je parlais de Pierre Coupier, mais les dermatos, au départ, ils voyaient des gens qui étaient très immunodéprimés. Comme il y a la leishmaniose, ils grattent tout. Et ils voyaient des gens qui avaient des éruptions. Et ils ont très tôt vu qu'il y avait... Mais c'était des formes très tardives. Et après, il y a eu la culture, etc. Et puis, donc, ici, ça c'était... la mortalité, c'est le trait orange, et ça, c'est le nombre de cas. Donc, il y avait peu de cas au début. Puis, le nombre de cas, on en a trouvé de plus en plus et de plus en plus tôt. Et la mortalité s'est effondrée. Elle a été divisée par 10, probablement encore plus maintenant. Et donc, on a essayé... Alors, il y avait aussi... les cliniciens pensaient que l'histoplasmose, les gens l'avaient pendant l'enfance, puis ça se réveillait au cours de... Et en fait, on s'est aperçu... avec Mathieu Hanf, on s'est aperçu que c'était en fait, il y avait une saisonnalité et que probablement les gens faisaient des infections de nouveau. Alors on a regardé des facteurs de risque. Ce qu'on voit par exemple ici, c'est l'incidence de l'histoplasmose
en fonction des CD4. Et on voit qu'en dessous de 50 CD4, on est à 10% par an des patients qui vont faire une histoplasmose. Donc c'est extrêmement important. Alors ça, c'est Vincent Ventile, qui est à Saint-Laurent-du-Maroni, qui, voilà, un patient VIH qui vient pour fièvre à l'hôpital, s'il a moins de 200 CD4, 42% des cas, c'est une histoplasmose. S'il a moins de 50 CD4, c'est 85%, c'est une histoplasmose. Donc, first think histoplasmosis. Et pareil pour les, ça c'était Duc Nguyen, c'était les syndromes d'activation macrophagique, c'était quasiment que des histoplasmoses. Et ça, c'est pas classique, hein, c'était pas comme ça ailleurs. Donc, ça c'était, est-ce que, voilà, on disait c'est un syndrome tuberculose-like, mais en fait non, nous maintenant la tuberculose c'est un truc histoplasmosis-like, donc on a inversé le truc. Alors au-delà, tout ça c'est bien, c'est la Guyane, on a des cohortes, on est riche, on a des laboratoires, des mycologues, des financements de recherche. Et bien là, ici c'est Saint-Jean, et au Suriname, là-bas, de l'autre côté du fleuve, vous n'avez pas de diagnostic de l'histoplasmose. Donc nous, on allait souvent visiter des services où il y avait soi-disant des tuberculoses qui étaient dans des lits qui ne répondaient pas, alors que ce n'était pas des tuberculoses. Et puis, il y avait la majorité des PV-VIH qui n'étaient pas traités jusqu'à 2018. Et ils traitaient à 200 CD4 jusqu'à 2018 parce que ça coûte cher et qu'ils faisaient des choix, etc. Et donc, et d'ailleurs, hein, en haut, là, vous voyez que le sida a monté à Saint-Laurent-du-Maroni jusqu'en 2018. Alors, 2018, c'est trop tard. Mais après, ils se sont mis à traiter tout le monde. Et donc, de l'autre côté de la rivière, donc, il y avait une transmission importante. Et puis, il y avait des gens très immunodéprimés. Et donc, on a commencé à avoir l'impression qu'on est passé de l'autre côté. Parce qu'il faut voyager. Et quand on voyage, ça, c'est Georgetown. Hein, donc, Georgetown, des fois, quand il n'y a pas de lit, on met 2 patients dans le même lit. Alors, il faut voyager, mais ce n'est pas toujours facile. Hein, donc, traverser la forêt pour aller au Brésil, les fleuves, les machins. Alors, ça, c'est tous les voyages qu'on a fait avec Antoine. Donc, généralement, moi, je disais des conneries, et puis lui, il pensait à prendre des photos. Parce que voilà. Mais donc, on a rencontré des gens de partout, au Brésil, au Suriname, au Guyana, en Colombie, au CDC à Atlanta. Et parce que qu'est-ce que c'est le sida en Amérique latine ? En fait, on ne sait pas trop. Il y avait très peu d'articles. Et quand on connectait les pointillés, en voyant, ne serait-ce qu'en se promenant dans les services en face, on se disait « Ouh là là, c'est terrible ». Et donc, on avait fait une première estimation et on voit ici, quand on va à l'American Society, on parle beaucoup du paludisme, mais quasi 0 mort, et l'histoplasmose, c'était énorme. Alors ici, ça c'est Antoine, donc sa thèse qui a fait un article majeur qui a essayé d'affiner ça par pays, où on a l'incidence, la mortalité par pays, etc. Et c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'importance parce que les gens ils peuvent voir leur pays, ils se disent ah bon, j'ai ça comme incidence, j'ai ça comme mortalité. Et on voit que en fait, l'histoplasmose, c'est à peu près autant que la tuberculose, voire plus dans pas mal de pays. Et donc on a une cartographie ici qui a un peu secoué tout le monde. Et donc après, quand on est scientifique, c'est bien de faire des articles, mais on s'est dit que tout ça, c'était le nombre. Chaque personne, c'est un mort. Chaque point, c'est un mort. Donc, on a changé de casquette et on s'est mis à faire du plaidoyer. Et donc, d'abord, on avait fait un article dans PLOS Neglected Disease parce que l'histoplasmose, ça ne fait pas partie de la liste des maladies négligées. Mais on a dit, oui, c'est une maladie négligée. Parce qu'aux États-Unis, ils ont des tests diagnostiques, ils ne pensent pas que c'est négligé. Et donc, quand on lisait les trucs en papier glacé de l'ONU-SIDA, on se disait, oh, ils parlent de tout, c'est merveilleux, mais ils oublient un énorme truc. Et donc ça, c'était les premiers congrès. Donc on a fait un premier congrès. Donc là, c'était petit. Hein, donc c'était, je ne sais plus, Antoine, il y avait 7 pays, 2013, 7 pays. Et donc c'est les premières pousses d'un petit réseau de personnes, parce que souvent on croisait des mycologues dépressifs tout seuls dans leur labo, personne ne m'écoute, c'est là, etc. Et donc il y a eu la recherche, et là la recherche a vraiment tiré la coopération avec, il y avait un projet ANRS, FEDER, et puis il y a eu de la coopération avec la FD, la PAO qui s'est réveillée. Donc ça c'est les premières cultures positives au Suriname, au Guyana aussi.
Donc, à essayer de voir en Amapá, au Brésil, au Suriname, les internes se mettaient à faire des thèses, des présentations sur l'histoplasmose. Ils ont commencé à traiter. Donc, c'était vraiment encore l'importance de la recherche pour tirer la santé publique. C'est important. Donc, ça, c'est Trinidad et Tobago qui nous a contactés parce que leur médecin sentait qu'il y avait un problème et qu'ils n'avaient pas les moyens de diagnostiquer. Ça, c'est la Colombie, le Guatemala. Ça, c'est des équipes qui connaissent bien l'histoplasmose. Fortaleza, Manaus. Et petit à petit, donc, il y a eu un réseau en fait de plus en plus étoffé avec donc des interventions au Brésil, beaucoup, partout en Amérique latine, InFocus, ça change de pays. La STMH, on a fait des symposiums, on était tout seul, hein. Il y avait pas lu partout, mais voilà. Puis ça, c'était un autre meeting, donc ça, c'était à Paramaribo. Là, il y avait combien de pays? Beaucoup plus? Non, 13 pays, bon, voilà. Et puis là, après, ça c'est Porto Alegre, ça a été à Cape Town, à Kampala, parce qu'on a été contacté par des gens du Cameroun, du Nigeria, Côte d'Ivoire, etc. Et donc le réseau s'est densifié. Et donc le fait de dire que c'était négligé, il y a un truc qui s'appelle Gafi qui a mis ça dans les maladies négligées, ça fait partie. Il y a eu... alors je passe. Alors moi j'avais été à l'OMS à Genève pour les guidelines pour le Advanced HIV Disease. Ah mince. Voilà, donc j'avais été content d'avoir 5 lignes. Mais n'empêche que ça a permis de mettre sur la liste des médicaments essentiels l'itraconazole. À Kampala, il y avait un topo sur les tests antigéniques. Ça a servi à mettre les tests antigéniques sur la liste des outils diagnostiques essentiels de l'OMS. Et puis à Manaus, il y a eu un autre meeting avec 25 personnes, la déclaration de Manaus que tous les hôpitaux devaient avoir. Et puis, en fait, les guidelines, ils nous demandaient, là, c'était l'OMS qui l'organisait. Et donc, on a mis en place les premières guidelines, je vous passe, les premières guidelines sur le diagnostic et le traitement de l'histoplasmose disséminée. Et bon, le problème, c'est que c'est tombé en plein Covid, donc tout le monde s'est passé un peu. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'était bottom-up, c'est-à-dire qu'on a commencé par, voilà, et puis après... Maintenant, c'est l'OMS qui prend, donc c'est devenu top-down. Alors, entre autres, il y a eu plein de facteurs pronostiques, on a fait plein d'études différentes. Là, c'est Hugo qui fait un score pronostic pour l'histoplasmose. Dans les nouveaux trucs, il y a en Guyane, en fait, on a trouvé 3 nouvelles espèces d'histoplasme, mais il y en a 4 qui circulent en Guyane. Or, on voit que il semblerait qu'il y ait différentes présentations et que peut-être que les différentes espèces, on ne sait pas encore. Alors, comment on se situe au niveau international ? Au niveau international, les 10 dernières années, les plus grands publiants, c'est les Guyanais. Et puis, pour les infections opportunistes aussi, on est bien classé. Pour le VIH en Amérique latine, on est bien classé. Donc, on est petit, mais on n'est pas ridicule. Et pourquoi ça a marché ? C'est parce qu'en fait, il y avait une collaboration entre les cliniciens, les premiers dermatos qui voyaient des trucs, qui tiquaient, les biologistes qui ont mis en place la culture, et les épidémios qui recadraient la question. C'est-à-dire de dire que c'est la première infection opportuniste, ça change tout, de le dire comme ça. Alors, la Guyane sans mort du sida. Alors, si on regarde ici, vous voyez, par rapport à la métropole, on a beaucoup, beaucoup plus de mortalité par maladie infectieuse. Mais il y a eu énormément une diminution phénoménale de la mortalité par le VIH. Donc je pense que c'est probablement une image du passé. Si on refait ça dans 10 ans, je pense que la part des maladies infectieuses dans la mortalité va avoir considérablement chuté. Donc la conclusion, c'est que notre épidémie est différente. Et je pense que vos épidémies sont différentes de l'Hexagone. Il faut comprendre pour combattre. Et c'est particulièrement important dans nos territoires. Il ne faut pas scinder la recherche et la santé publique, parce que tout ça, il y a une espèce de... c'est très organique et ça va très vite. L'utilité locale, moi je tiens beaucoup à l'utilité locale. Quand je parlais de SERA, là, des petites thèses, des trucs comme ça, c'est toujours utile. On peut aussi
faire de l'excellence internationale. Alors, en ce moment, en métropole, il y a la NRS. Moi, je suis ici. Parce qu'il ne faut pas se faire happer par ce qui se passe dans l'Hexagone, parce que c'est très facile de dire ah, mais on va voir les dômes, c'est bien sur la photo, machin. Je pense qu'il faut regarder là où on est, et c'est particulièrement important. En plus, il faut être conscient qu'on a une responsabilité régionale. On est beaucoup plus riche qu'autour. On a les dépenses de santé, c'est 2 fois celles du Chili en Guyane, et plus que ça par rapport au Brésil. Donc, quelque part, de générer des connaissances sur le VIH, sur toutes les problématiques de santé, et les partager, mais en toute simplicité. Il ne faut pas faire les Français qui viennent donner la leçon, parce que ça, ça va pas. Alors, les contributions, donc on a graduellement acquis une très bonne connaissance de notre épidémiologie. On est petit, mais on a fait énormément de valorisation de tous nos travaux. Ce qui fait que quand on regarde au prorata des fils actifs de métropole, il y a 30 fois plus de travaux en Guyane qu'en métropole. Au prorata, hein, attention. Et donc ça s'est largement répercuté sur les actions de prévention, de dépistage et de prise en charge. Et what next? Alors, oui, c'est pas fini, hein, parce qu'il reste encore, il y a les IST, il y a l'épidémie de syphilis, il y a toujours tellement de choses à faire. Donc, encore une fois, les petits travaux, les moyens travaux, les grands travaux, tout ça, ça nous permet de connaître notre territoire. Et c'est vrai pour le VIH, mais c'est vrai pour tout. Et donc, pour nos petits territoires éparpillés, je pense que c'est absolument essentiel qu'on connaisse bien notre région, quoi. Voilà. C'est fini.